Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue au salon électoral. C'est un rendez-vous incontournable de toutes les questions liées aux élections en République démocratique du Congo. Nous avons notre nouvel invité du jour que nous allons recevoir dans un instant. Nous allons nous avancer vers lui. Il est déjà dans la mur. Voilà. Je peux passer. C'est la bienvenue. Merci. Trois jours après la publication des résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le candidat Félix Tshisekedi est toujours en tête avec plus de 4 millions de voix obtenus, soit plus de 78%. C'est dans le cadre de la présidentielle du 20 décembre dernier. Les camps du candidat Moïse Katumbi écartent la voie de la Cour constitutionnelle pour protester éventuellement contre les résultats de la présidentielle attendus le 31 décembre prochain. Mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant notre invité en les découvrant d'abord un tout petit peu son parcours de manière assez synthétique. Bref, alors qui est notre invité du jour? C'est un entrepreneur, acteur politique, ancien député ou député honoraire de 2011 à 2018 en République démocratique du Congo. Là, il vient encore de postuler comme député, candidat député national dans la circonscription électorale de Bolobo, dans la province du Maino-Be, d'où d'ailleurs il est natif. Mesdames et messieurs, je vous présente donc monsieur Eddy Ndito Etibako, qui est devant moi. Bienvenue, messieurs. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Doucement bien, la voix est encore rock parce que nous venons du champ des batailles électorales et ça va. Comment ça s'est passé, ces champs électoraux? D'une manière générale, c'était bien passé. Franchement, dans le cas général, à Bolobo particulièrement, vous savez, Bolobo, il y a deux entités administratives. Il y a la cité de Bolobo, qui est en fait la ville de Bolobo et la chefferie de Bateke. Au niveau de la cité, il y a eu une haute sécurité où le comité de sécurité veillait à la sécurisation des opérations de vote. Là, il n'y avait pas un problème. Mais quand on va aller au niveau de la chefferie, il y a eu beaucoup de camouflage. Et puis, la soirée, il y a eu aussi des camouflages au niveau de la cité de Bolobo. Parce que lorsque le comité de sécurité s'est dispersé, et il y a eu quelques membres de la CENI qui s'étaient mêlés dans la cacophonie pour essayer un peu de faire des camouflages sur les opérations de vote. Alors nous allons parler de cette cacophonie-là dans d'un moment à l'autre. Donc moi, ça sera vraiment le nez de notre émission. Mais vous êtes originaire de Maïndo, mais plus précisément un acteur majeur, notable des Bolobo. Quels sont les problèmes des Bolobo, les difficultés que cette population rencontre? Parce que je pense que vous ne pouvez pas postuler sans connaître les besoins de cette population. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Bon, le problème de Bolobo, comme tout le monde, c'est le problème social où la pauvreté règne à maître parce qu'il y a d'abord cette situation de tribalisme où les engagements se font sur base tribale et puis ça devient c'est dû à quoi ce tribalisme? Bon, c'est dit au leadership politique qui est basé sur le népotisme. Vous savez, dans le Maïndombe, le leadership politique des Maïndombe, c'est le népotisme, c'est le clientélisme, c'est en fait le tribalisme. Si en tête, déjà au niveau du leadership des Maïndombe, depuis la création de la province de Maïndombe, tu te souviens, une fois j'avais dit que la province de Maïndombe n'est pas encore née. C'est parce que là, c'est juste une tribu qui essaye de mettre des gens en esclavagisme. En fait, c'est ça la cause réelle de la situation qui se passe dans le Maïndombe en général. Et puis à Bolobo, vous avez un problème sérieux d'infrastructure. Bon, les infrastructures, c'est presque partout. Hein. Vous savez, au niveau de Bolobo, sur base des détournements, on ne sait pas avancer. C'est ce leadership politique qui essaie de tout détourner. On ne sait pas mettre des infrastructures. Je prends l'exemple d'un pont où
à l'époque de Grand Bandundu, moi je connais, on avait déboursé plus de 100 000 et quelques dollars pour mettre un pont reliant Bolobo et Yumbi. C'était détourné. Et les 100 000 dollars détournés. 100 000 dollars mis pour l'investissement par l'époque le gouverneur Ndambo, que moi-même j'avais contacté. Il a confirmé, mais l'argent était détourné. À l'époque de la grande configuration de Grand Bandundu. De Grand Bandundu. Et ça continue avec le Maïndombe. On a cru qu'en se détachant de Bandundu, Grand Bandundu, les choses ont marché, mais ça ne marche pas. Et même aujourd'hui, sur les projets 145 territoires, la plupart de membres, des notables ne savent pas qu'il y a eu le programme de 145 territoires était subdivisé en deux, où une partie était financée et gérée par le gouvernement central et une autre partie était gérée par la province. À Bolobo, par exemple, il y a eu une enveloppe de 7 milliards 511 millions 600 et quelques mille, équivalent de 3 500 dollars, où on devait mettre des lampadaires, on devait faire des pistes, ranger des pistes. Et c'était 5 secteurs qui étaient choisis, réhabiliter des écoles. Mais tout était remis entre les mains des partisans d'un parti politique qui a mis tout ça dans la poche. Équivalent de 3 500 dollars ou de 3 millions. Chaque territoire de Maïndombe avait un quota pour les 145 territoires, en dehors de ce qui était financé et géré par le gouvernement central. Le cas de Bolobo, c'était 3 millions et l'équivalent de 3 500 000 dollars, répartis pour les 5 secteurs. Secteur de santé, secteur de l'EPST, secteur de l'ITPR, secteur de développement rural et je pense le secteur de l'agriculture. Mais l'argent était remis entre les mains des partisans d'un parti politique qui a profité des élections pour faire la campagne au nom de leur parti politique, alors que c'était les fonds publics qui étaient destinés pour les infrastructures. Vous venez de là, donc vous venez de Bolobo. Sur place, avez-vous remarqué quelque chose fait dans le sens ou dans le cadre du projet des 145 territoires? Oui, les actions sont visibles. Oui, il y a les actions visibles dans le cadre des 145 territoires gérés par le gouvernement central et qui est exécuté par la société Sekiriko. D'ailleurs, je faisais même le suivi de cela. Il y a les bâtiments administratifs qui est en cours de construction. Il y a aussi quelques centres de santé et quelques écoles qui ne sont pas encore arrivées à la fin. Mais malheureusement, en ce qui concerne l'étape gérée par la province, et je vis quelques lampadaires mis par quelques candidats au nom de leur parti politique, en réalité... Ça n'a rien à voir avec les 145 territoires. En principe, d'après eux, ce sont eux qui ont mis les lampadaires, alors que ça venait de l'argent, de l'enveloppe pour les 145 territoires gérés par la province. Autrement dit, les gens ont profité, certaines personnes ont profité de la campagne électorale pour exécuter les travaux des 145 territoires. Bon, c'est passant pour leurs propres actions. Bon, ils n'ont pas exécuté comme tel, c'est-à-dire ils ont mis ils ont fait quelques actes au nom de leur parti politique ou à leur nom personnel, mais alors que c'était les fonds destinés aux 145 territoires où tous les 8 territoires en avaient bénéficié d'ailleurs. À la présentation, je vous ai parlé, je vous ai présenté, disons, pour permettre la tautologie, comme quelqu'un qui a déjà été élu à Bolobo. Donc vous étiez député. Vous avez passé 5 ans à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire que vous voulez faire maintenant? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses parce que vous saviez, être député national, souvent les gens confondent être député élu d'un territoire, député national élu d'un territoire. Les gens confondent que cette personne devrait travailler pour le territoire, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Un député national élu de Bolobo travaille pour les 145 territoires au niveau national. Ce n'est pas pour les territoires là où il est élu. C'est comme les sénateurs travaillent pour les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Ce n'est pas pour la ville là où elle est élue. Ce n'est pas pour sa circonscription non. Les gens confondent cela. Moi, par exemple, lorsque j'étais député national, je vous donne l'exemple d'Inongo, où il y a eu les fonctionnaires de l'État. Il y a eu plus de 100 et quelques mille dollars à l'équivalence à l'époque de 40 ou 50 millions de francs congolais de fonctionnaires de l'État qui étaient détournés. Moi, en tant que député national, j'ai pu démanteler là où se trouvait cet argent. Et les gens d'Inongo peuvent témoigner. J'ai ramené cet argent. Et en ce qui concerne aussi les contrôles parlementaires, je vous ai parlé
de détournement de fonds au niveau de la province. Nous, c'est au niveau de national et tout ça va au niveau provincial. Il faut que les gens de la province combinent avec les députés nationaux pour voir un peu les actions. Mais malheureusement, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Et puis, en ce qui concerne aussi le mécanisation, par exemple, des écoles, on s'était battu pour cela. En ce qui concerne les détournements des fonds, moi, je me suis battu pour cet angle-là où les détournements ne se font plus au niveau des Bolobo, par exemple, des Maïndom en général. Maïndom aujourd'hui est considéré comme l'une des provinces les moins développées, pardon, pauvres, disons. C'est quoi le problème? Vous n'avez pas des gens capables? Ou bien il y a un manque de volonté? Oui, c'est-à-dire le problème des Maïndom est facile pour résoudre ça. Moi, je connais les secrets. Il faut faire la rupture avec le leadership d'un territoire qui a pris en otage toute une province. C'est quel territoire? C'est le territoire de Yumbi. Ce n'est même pas une histoire à cacher. Ah, Yumbi, là où il y a fait le massacre? Mais oui, c'est le leadership politique de Yumbi qui dirige le Maïndombe. Il ne faut même pas se cacher de cela. Et depuis que le Maïndombe est né, c'est le leadership politique Yumbi qui dirige tous les Maïndombe avec leur esprit de népotisme. Et ça a pris toute la province en otage. C'est pas à cacher. Et moi, je sais que c'est comme ça. Il faut donc se débarrasser de ces leaderships. Mais oui, si on ne se débarrasse pas, comment vous allez développer la province? Et par quels moyens allez-vous vous débarrasser de ces Mais c'est la politique, il faut arracher, il faut pour être débarrassé de l'esclavagisme, il faut se battre par la force. Quand je dis par la force, c'est-à-dire la force politique, des coalitions, des alliances. Je prends l'exemple de la province de Maïndombe. Là, on a créé ces deux villes. Il y a la ville de Bolobo et la ville de Inongo. Mais le leadership de Yumi ne veut pas de la ville de Bolobo, où il y a eu des alliances pour dire que non, si on prend Boloboville, on va arracher le quota de Inongo. Si on prend Boloboville, on va arracher les quotas des députés au niveau des Koutou, où il y a eu des alliances dans le sens très mauvais, parce que je me souviens à l'époque, lorsque je discutais avec le ministère de l'Intérieur, à l'époque des Chadari, il se disait, mais on n'arrive pas à comprendre où tous les leaders politiques de toutes les provinces veulent que les villes se créent. Mais au niveau de Maïndombe, votre leader ne veut pas de villes. Ils disent qu'on n'a pas d'argent pour créer des villes. Parce que déjà au niveau de Inongo, on ne sait pas développer Inongo parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'argent dans la province de Maïndombe. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et cet argent va dans des poches des gens. Et la preuve en est que quand on est dans les Maïndombe comme gouverneur, il y a toujours un gouverneur qui reste à Kinshasa pour gérer les fonds et notre gouverneur qui est dans le Maïndombe pour gérer l'administration. Il y a un gouverneur qui est à Kin qui gère C'est toujours comme ça dans les qui gère un autre gouverneur sur place. Oui, je vous dis, depuis que le Maïndombe existe, il y a toujours un gouverneur qui gère l'administration au niveau de la province et un vice-gouverneur qui gère l'argent au niveau de Kinshasa. C'est comme ça, c'est connu de tout le monde, à moins que tu ignores. Mais moi, je vous dis, ce que je dis, c'est comme ça. Et quand quelqu'un, il est gouverneur, il est à Kinshasa pour prendre l'argent, c'est pour aller avec ça où? C'est pas pour envoyer ça à la province. C'est comme ça, il y a un problème, il faut qu'on en parle, il faut parler hautement, à haute voix, pour essayer de casser ce système. Et justement, pour casser ces systèmes, il faut passer par le vote. Comme Comment? ça vient de se passer le 20 décembre. Non, c'est pas. En fait, le vote, c'est juste pour accéder au pouvoir. Parce que quand on a les pouvoirs, on sait entrer dans des portes, par-ci, par-là, pour dénoncer. Ou si la société civile est forte, c'est la société civile qui pourra faire ça. Est-ce que la société civile de Maïndombe existe même? Bon, la société civile comme telle, c'est comme les partis politiques. La société civile est comment on dit. C'est comme comment on dit, les multipartismes. On peut amener des louchas, on peut amener plusieurs sociétés civiles. Au fait, les mouvements citoyens, je voulais dire, dans les Maïndombe pour dénoncer. Mais ce qui en manque au niveau des Maïndombe, il n'y a pas assez. Vous avez parlé tout à l'heure de Yumbi. Où en est-on avec le procès Yumbi, le procès de ces massacres-là? Les gens ne savent pas trop parce que les gens ne suivent pas trop ce qui se passe. Là, le procès Yumbi est toujours là. Il y a plus de 100 et quelques prisonniers qui croupissent au niveau de l'auditorat militaire. Mais ces derniers temps, ce procès a été suspendu. Je ne connais pas trop le mobile de cette suspension, mais le procès est là. À l'époque où vous parlez déjà, juste après ces massacres, vous avez parlé
en plaidant justement pour la création d'un tribunal spécial sur la tuerie de Yumbi. Avez-vous trouvé gain de cause? Je vous dis d'abord, avant d'arriver à cette histoire de la création d'un tribunal spécial, moi j'étais acteur principal dans la partie, je m'étais constitué partie civile dans ces procès. En tout cas de porte, partout, on me dit que depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais tué de gens comme on a tué à Yumbi. C'est-à-dire, il y a eu en 5 minutes, on tue plus de 15 personnes. Même depuis qu'on tue à Ituri, depuis qu'on tue à l'Est, on n'a jamais atteint ces nombres de gens tués par minute. Donc quand vous dites 5 minutes, c'est déjà 10 personnes. C'est en 1 minute, on tue au moins 2 personnes. Même dans l'Est, on n'a jamais tué comme ça. Et quand je consultais les autorités, ils disent qu'il faut un tribunal spécial sur cela. Mais le système a fait que tous les massacres qui se passent dans les Maïndomé, ce sont des massacres à mobile politico-ethniques. Mais on les présente comme des massacres intercommunautaires. C'est comme ça que... Même celui de Kwamout? Même celui de Kwamout, c'est toujours à mobile politico-ethnique. Mais on les présente comme des massacres intercommunautaires et ça ne concerne pas la CPI. Parce que la CPI s'intéresse dans le massacre politico-ethnique ou à mobile politique. Mais par le fait qu'on présente ça comme des massacres ou des conflits entre communautés, c'est un problème qui ne concerne pas la CPI. Et les gens sont malins, ils prennent des massacres à mobile politique, ils les transforment en intercommunautaires et la CPI se débarrasse. Alors, venons-en aux élections. Vous avez été à Bolobo. Vous dites que vous avez été massivement voté le 20 décembre dernier. En venant de là, avez-vous les sentiments du devoir accompli ou vous êtes déçu? Franchement, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on a fait du grand travail. D'abord pour faire élire le président Fatou Béton, le numéro 20. Vous voyez, il doit avoir même plus de 95 ans. On en parlera d'ailleurs. Et nous autres, nous sommes battus pour expliquer à la population qu'il nous faut un changement total, un changement de système politique dans les Maïndombe. Et il faut des gens capables de le faire. Et nous sommes aussi des gens capables. Et la population aussi nous a donné confiance. Il nous a élus massivement. Mais la déception pour moi, c'est à partir de la CENI au niveau national. Parce que vous saviez, Bolobo, le 19 novembre, il y a eu l'incendie de l'entrepôt de la CENI. Et la personne qui avait fait cela est connue, c'est le chef d'antenne de la CENI en complicité avec l'informaticien. Et il y a eu détournement des machines à voter. Et moi, j'ai participé. Donc, un agent de la CENI. Un agent de la CENI qui a lui-même. Lui-même, il a monté. Incendié il a incendié, c'était prémédité. D'ailleurs, le crime parfait n'existait pas. Avant l'incendie, il est passé même informer les agents de sécurité, les comités de sécurité qu'il y a quelque chose qui va se passer. Avant même l'incendie. C'est connu de tout le monde. Il a volé des machines, plus de 15 machines. Et par le fait qu'il a volé plus de 15 machines avant l'incendie, la gestion de l'entrepôt, c'est le logisticien. Lui, c'est le chef d'antenne. Il va mettre le feu. Au lieu de signaler celui qui gère l'entrepôt, c'est plutôt lui-même qui va aller en avant pour casser la porte, pour faire semblant de sauver des machines, alors qu'il a pris des machines à voter, plus de 15 machines à voter, des androïdes, et il a fait échapper ça pour créer un imbroglio lors des élections. Mais, bon, comme le crime parfait n'existe pas, faire fuir les 15 machines, il y a eu 3 machines qui étaient restées dans son bureau. Bien qu'il a déclaré que tout était calciné, en réalité, c'était le vol de machines à voter. Et moi qui ai participé pour l'enquête, j'ai dénoncé que le monsieur, c'était son coup, il détient encore 3 machines dans son bureau. Et les enquêteurs sont allés dans son bureau, ils ont retrouvé 3 machines en flagrant délit. Dans son bureau. Dans son bureau, alors que ces machines étaient déclarées détruites. Détruites lors d'un incendie. Au lieu de l'arrêter en flagrant délit, il est là. On l'a reconduit pour organiser les élections. Et il a participé au chaos de ces élections. Il a même fui avant la proclamation, en citant même mon nom, que j'ai envoyé un commando pour les tuer, alors qu'en réalité, personne n'est allé chez lui.
la population... Vous, de votre côté, vous n'avez pas sémé aussi un climat de terreur sur Non, place? non, 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 non. Moi, j'avais demandé à la population d'être vigilant. Parce qu'à Bolobo, il n'y a pas eu bagarre. Le monsieur était chez lui. Les policiers aussi étaient dans leur camp. Et la population a seulement veillé pour que les machines à voter qui étaient utilisées dans des maisons de gens n'entrent pas. C'est ce que la population a fait. Parce que, quelque part, vous, les notables de Bolobo, en particulier de Maïndom en général, vous êtes accusés d'être des conflictuels. Non. Vous sémez aussi les chaos. Non, Vous poussez la population à des actes qui ne sont pas encouragés. On tombe dans des pièges, dans des mondes opérationnels de criminels. Parce qu'il y a des criminels qui essayent de dévancer les informations, de créer des informations, alerter les autorités. Ils se victimisent, en fait. C'est leur système. On connaît, il y a des groupes de gens qui se victimisent. Lui-même, c'est l'auteur, il se victimise. Et moi, je connais, là, ça se passe à Yumbi, ça se passe à Bolobo. Vous savez, je te donne encore une information. Il y a le chef d'antenne de Yumbi qui a fui aussi. J'ai tenté de l'appeler, on me dit non, il reçoit des appels anonymes que les Banounous vont vous tuer et ceci, c'est une technique, c'est une mode opération, c'est un mode opérationnel. Mais en réalité, souvent, les auteurs se victimisent. Or qu'en réalité, ce sont des victimes qui sont encore de plus victimes. Mais dire que les auteurs, en fait, les notables de Maïndom sont des conflictuels, non. Moi, je connais individuellement les notables que tel est conflictuel, tel est provocateur, tel est criminel. Moi, je connais. Vous avez des criminels, des provocateurs oui, tel est manipulateur. On se connaît quand même. Moi, particulièrement, il y a des gens qui me connaissent. Moi aussi, je les connais. Raison pour laquelle l'unité entre vous n'existe pas. Donc, en fait, l'unité doit venir après la solidarité. Donc, s'il n'y a pas la solidarité, c'est difficile qu'on fasse une unité. La solidarité, ça vient quand on défend une cause commune. Mais quand on ne défend pas une cause commune, on ne doit pas être unis ni dans la solidarité. Notre cause commune, c'est l'intérêt général de Maïndombe. Mais si cet intérêt est pris par quelques groupes d'individus qui a pris de cela comme comment on appelle ça, leur propriété privée, là, il n'y a pas unité, il n'y aura pas unité parce que la cause commune est prise en otage par un groupe de gens qui se disent c'est à nous, personne ne peut venir. S'il faut venir, il faut passer par nous pour qu'on te donne le miette, alors qu'en réalité, c'est une propriété de tout le monde. C'est ça qui crée un problème. Le 20 décembre, qu'est-ce qui s'est passé lors de vote à Bolobo? Bon, le 20 décembre, au départ, tout était calme. Le matin, tout le monde s'était réveillé et il partait calmement au niveau de leur bureau de vote. Mais il y a eu des problèmes au niveau de Bolobo parce que ce groupe, je vous cite, le chef d'antenne, avec son réseau. Son réseau, c'est les informaticiens. Et ils ont d'abord isolé le logisticien. C'est lui qui était d'abord victime parce qu'on avait brûlé l'entrepôt. Ils ont mité les logisticiens qui devaient gérer la logistique. On l'a mité loin des centres de Bolobo. Les deux qui sont habitués à faire du mal dans la fraude et dans la tricherie, les partisans du parti ACP, je cite bien, sont des partisans des partis ACP. Ils sont restés... Le parti ACP du gouvernement Ngobila. C'est connu de tout le monde. Ah, okay. Ils sont restés à la cité comme d'habitude. Ils sont restés à la cité pour gérer les opérations électorales au niveau de la cité. La première des choses, c'était d'abord d'isoler les logisticiens qui étaient envoyés à plus de 190 km à l'Ebo. Et les deux sont restés pour gérer les opérations de vote. Qu'est-ce qu'on avait remarqué au départ? L'informaticien va demander à tous les chefs d'antenne de lui remettre 50 à 150 bulletins de vote. Chaque machine avait un lot de 750 bulletins de vote. Le logisticien, qui est de la même tribu que le président de l'ACP, il va obliger chaque chef de centre de lui remettre, de lui restituer, comme une opération de retour, de 50 à 150 bulletins de vote, qui lui-même sait la destination. Et il n'y avait aucun bureau de vote où la plupart des bureaux de vote se retrouvaient avec 400, 500, au maximum 600 bulletins de vote. Et tous les restes des bureaux de vote et des bulletins de vote étaient gérés par lui sans qu'il y ait des machines.
Ça signifie qu'il avait des machines quelque part. Et le matin, tout était bien passé. Le soir, en principe, on devait fermer le bureau à 17h. Il s'est fait qu'à 17h, on n'a pas fermé. On a laissé les gens continuer à voter, juste pour leur permettre à faire introduire des machines qui étaient à l'extérieur. Et puis, on a obligé à tous les présidents des bureaux de vote de ne pas fermer, comme on dit, clôturer les machines. La plupart des machines n'étaient pas clôturées dans le motif que la batterie était déchargée. Donc, le fiche des résultats n'était même pas affiché. Non. Jusqu'à présent, nous autres, on n'a même pas reçu même le PV de résultats au motif que les batteries sont déchargées. Demain matin, vous passerez pour avoir comment on appelle ça, le fiche de PV des résultats. Mais sur base de quoi vous dites que vous avez été élu et que vous êtes vainqueur? Non, on a fait le dépouillement manuel. Vous voyez, on a fait le dépouillement manuel, on a compté et chacun a écrit les nombres manuellement. Et c'est comme ça qu'on nous a ramené le point que tel a reçu autant de voix et puis on a fait le calcul. Moi, je sais seulement que j'ai les résultats par partir de comptage manuel. Alors, pour justement corroborer ce que vous dites, il y a l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, qui évoque justement le cas des hold-up dans votre circonscription électorale. Là, il cite l'exemple des Tchoumbiri. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Tchoumbiri? Il parle des Ndoa. Donc, il y a beaucoup de cas de fraude et de hold-up dans ces différents centres à Bolobo. Oui, et ces cas de hold-up, c'est un système que nous connaissons depuis 2006. Ce parti connaît comment ça fonctionne. Et les cas de ces élections à Yumbi, à Tchoumbiri, à Ndoa, moi, on va m'alerter. On va m'alerter que voilà, il y a les machines qui se trouveraient à Tchoumbiri. Mes gens vont m'informer que voilà, il y a des machines qui se trouveraient dans la résidence de candidats de l'ACP. Et directement, j'ai appelé le chef d'antenne qui était resté à Bolobo. Lui va me dire que non, les machines se trouvent dans les bureaux de commandant de la police. Je dois appeler maintenant les majors de la police pour me donner les informations. Comment la police, lui, gère les machines à voter? Bon, d'après le chef d'antenne, qu'il y a eu des troubles, il y a eu tentative où il y a eu bourrage des urnes en doigt. Et c'est comme ça qu'on a envoyé une commission qui était d'aller avec le FARDC, la police. Et on a saisi ces équipements. C'est gardé au niveau de la police. Et j'appelle le major de la police, qui moi je pensais être à Bolobo. Le major de la police va me dire que non, les machines sont gardées c'est entre ses mains, mais au port de ces candidats-là. Moi je dis, le port de ces candidats, c'est sa résidence. Pourquoi vous n'êtes pas allé au port public? Ils disent non, on manque le carburant. D'ailleurs, c'est moi qui ai déboursé l'argent pour remettre à ces majors de payer le carburant pour ramener ces histoires à Bolobo, d'après ce que le chef d'antenne m'avait dit. Mais à notre grand étonnement, il y a encore un autre village qui s'appelle Nchouma. Oui. Et ce village, les gens de l'ACP, parce qu'en fait, on a mis que les partisans de l'ACP dans tous les bureaux. Tous les bureaux de Bolobo étaient occupés toujours par les agents de l'ACP, les partisans de l'ACP. Et ces gens... Vous, par exemple, de l'AFDC, je crois. Moi, je suis de l'AFDC. De Bati Lukwebo. Vous, il n'y avait aucun témoin, il n'y avait aucun membre peut-être dans des bureaux de vote? Non, il y avait des témoins. C'est comme ça, j'avais dit à mes témoins à Tchoumbiri de descendre là où se trouvent les machines. J'ai appelé les majors. Le major a dit, OK, pour venir ici, il doit d'abord m'appeler afin que je demande l'autorisation au propriétaire de la parcelle pour faire entrer le témoin. Et il a demandé l'autorisation. Mon agent, mon témoin est arrivé là-bas juste pour remettre l'argent pour qu'il paye le carburant de ramener les matériels à Bolobo comme c'était prévu avec le chef d'antenne. En ce qui concerne les matériels de Tchouma, cette fois-ci, la CENI avait prévu que les logisticiens soient les propriétaires des écoles. Mais le partisan de l'ACP qui était dans les bureaux, après avoir terminé les opérations de vote, au lieu de clôturer, ils ont plutôt détourné les équipements. Au lieu d'attendre la baleinière qui devait faire les ramassages, ils ont loué une coque privée, nuitamment, pour amener le matériel aussi à Bolobo, en oubliant d'autres machines à voter. Ils sont arrivés et les machines qui étaient
dans la parcelle du candidat et les autres sont venus au niveau de Bolobo nuitamment au lieu d'attendre le ramassage par les baleiniers qui étaient loués par la CENI. Et toutes ces machines-là étaient saisies par la justice. On a tracé les PV de saisie pour soupçon de fraude. Au total, c'était 15 machines qui étaient saisies par la justice. Donc, en quelque sorte, il y a eu un désordre organisé lors des élections là-bas. Prémédité. Et c'était prévu que tout se passe comme ça, peut-être vers la fin, qu'on crée ces désordres. Ici, je suis en train encore de parler d'un cas à un village Ndala, où le candidat suppléant de titulaire de l'ACP, parce qu'il y avait une panne au niveau de Ndala, lui-même, le candidat suppléant, est allé en doigt prendre la machine, ramener la machine de réserve à Ndala. Un candidat. Comment expliquez-vous ces comportements de candidats? Bon, c'était prémédité et surtout que le membre du bureau était le membre des partisans de l'ACP. Tout ça s'est passé comme si c'était eux qui géraient tout ça, qui géraient la CENI. Et puis, réellement, c'est ça. Ils géraient la CENI depuis longtemps et ce sont eux qui gèrent la CENI. Alors, au regard de ces dysfonctionnements, le 20 décembre, pour ces élections législatives à Bolobo, en cas de victoire, peut-être vous allez accepter. Mais si vous échouez, allez-vous accepter les résultats? Bon, moi, généralement, je crois à un Dieu. Vous voyez, à toutes circonstances, et je remercie que Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît tout. Et cette situation de Bolobo, c'est un cas spécial. Vous saviez qu'on a amené les machines ici, à Kinshasa. On n'a pas d'autres machines, on n'a pas même pas dépouillé. Quand je dis que j'ai gagné, c'était pas... Par exemple, le cas d'Endoa, parce que le cas d'Endoa, ce n'était pas dépouillé. Moi, j'étais en train de compter, les voies d'Endoa aussi, c'est un petit village. On a ramené les machines ici, c'est un cas spécial, et nous sommes en train de suivre. Et je veux vous dire qu'il y a eu des manœuvres qui s'étaient passées et initiées ou préméditées par le réseau des chefs d'antenne et l'informaticien. Et c'est une information que je vous donne, que j'ai reçue hier, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, là où on est en train de vérifier tous les équipements amenés. À Bolobo, il y a eu 163 machines à voter. 163 machines. Et les machines, toutes les machines qui étaient amenées à Bolobo, de Bolobo jusqu'ici, il y a déjà manquant de 4 machines. C'est-à-dire la population, comme la population veillait, ces gens n'ont pas pu introduire les 4 machines. Et les agents de la CENI, à moins qu'ils ne soient pas honnêtes, mais hier, ils ont compté d'abord la première des choses, le constat qu'ils ont fait ici à Kinshasa, ils ont compté sur les 163 machines qui étaient opérationnelles dans la circonscription de Bolobo, ils ont retrouvé 159. Ça signifie qu'il y a déjà 4 machines qui n'avaient pas pu être introduites grâce à la vigilance de la population. Ça, c'était la première observation ou le premier constat. Le deuxième constat, toutes les machines avaient les clés USB à l'intérieur des valises. Mais ce que le constat on avait fait hier, il y a eu plusieurs machines de la cité de Bolobo, on n'a pas retrouvé les clés USB. On a appelé les chefs de centre. Tout le monde disait on a laissé les clés USB à l'intérieur des machines. Mais sans clés USB, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. Alors, on a posé la question à celui qui gérait Bolobo, c'est le chef d'antenne et l'informaticien qui était resté à Bolobo parce que je vous ai dit qu'ils ont isolé les véritables logisticiens vers l'intérieur. On l'a acculé hier, il a sorti les clés USB. Ça signifie qu'il a bricolé les résultats. Et c'est comme ça que la CENI est en train de travailler sur les données que lui, il avait envoyées, parce que c'est lui qui avait envoyé les données, alors que les données devraient être envoyées par chaque chef des centres. Ce n'est pas à l'informaticien qui devra envoyer. Donc, en fait, lui, il a soutiré le clé USB pour essayer un peu de modifier. Comme je vous disais que le machine n'était pas clôturé, certainement, il a continué l'opération de vote après avoir que les machines quittent le centre. Et heureusement, on lui a poussé, il a présenté les clés USB de toutes les 163 machines, bien que les 4 machines sont manquantes. Et je pense que la procédure va aller jusqu'au manuel. Donc, la compilation pour les élections de Bolobo se fait ici à Kinshasa. Ça se fera ici à Kinshasa. Nous attendons la modalité
Et parce qu'il n'y a pas de témoins ici, peut-être il faut créer encore des témoins. Les autres témoins sont restés à Bolobo. C'est un cas spécial. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Donc il y a un risque que vos résultats ne soient pas publiés le 31 décembre. Il y a risque que ces résultats ne soient pas publiés parce que c'est un cas spécial. Alors, un cas spécial, vous vous sentez donc non intéressé ou non appliqué en toute forme de désordre? Non, non. Je suis d'ailleurs pas quelqu'un de désordre. D'ailleurs, on avait appelé à Inongo, lorsque j'étais encore à Inongo, avant que le chef d'antenne quitte Inongo, il y a le gouverneur Rita Bola qui me suit, qui m'avait appelé. Il y a le chef, le CEP qui m'avait appelé, que le chef d'antenne l'a appelé, que je suis en train de mettre des désordres, je suis en train de vouloir le tuer, j'ai envoyé les commandos. Il y a aussi le gouverneur qui m'avait appelé. Il y avait le ministre de l'Intérieur aussi qu'on a changé avec par rapport à ça. Vous avez un commando avec vous là-bas? Non, rien. Moi, j'étais d'ailleurs malade. Vous voyez que ma voix était rauque pendant toutes les élections, pendant les déroulements de vote. Je ne suis même pas sorti de ma chambre parce que je faisais, comment on dit, la grippe. J'étais enfermé dans la chambre. Et puis, comme on m'a appelé, j'avais dit que je suis malade, mais le gouverneur a insisté. Et même l'administrateur du territoire a insisté qu'il paraît-il que je suis le grand notable, je suis le grand leader du territoire. La population n'écoute que moi. Ils m'ont obligé de sortir pour aller calmer la population. C'est pourquoi je m'étais déplacé pour dire à la population de suivre les instructions des autorités. Alors, vous avez bâti campagne pour Félix Tshisekedi à la présidentielle. Oui. Êtes-vous satisfait de son résultat? Parce que là, nous apprenons que 94,35% de personnes ont voté pour Félix Tshisekedi. Soit, c'était combien? 20 927 personnes. Oui, je pense que Félix méritait plus que ça. Parce que sur le champ, il n'y avait que le candidat de l'Union sacrée. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Il n'y avait pas un autre choix. C'est le meilleur choix selon vous? Bon, je pense que j'avais expliqué aux gens que Tshisekedi mérite un deuxième mandat. Moi, j'ai toujours pensé que 5 ans pour un président de la République démocratique du Congo, c'est peu. Là, c'est d'abord moi. Dans ma conviction, le pays est tellement vaste. À 5 ans, si on augmentait 7 ans à un président de la République, on peut peut-être changer de discours. Mais même vous, si aujourd'hui, vous êtes président de la République à 5 ans, je dois te donner la chance de faire le deuxième mandat. Parce qu'à 5 ans, il y a d'abord les 3 ans qui doivent être gaspillés pour les tractations et commencer les actions en 2 ans. Ça mérite un deuxième mandat. Ça, c'était d'abord ma conviction, ma propre conviction. Je me disais, il faut donner à un président le deuxième mandat pour qu'il termine son projet de société. Très bien. Alors, nous allons prendre une rubrique avant de poursuivre notre entretien. Et c'est Tendance RS. Alors, Monsieur Tibako, Tendance RS, nous prenons ce que les gens disent sur les réseaux sociaux en rapport avec notre invité. Alors, nous prenons le premier élément. Le premier élément est celui-ci. C'est une dame qui écrit, on ne va pas citer son nom, qui écrit ceci. Monsieur Tibako aide beaucoup le jeune, mais des fois, nous nous sentons un peu marginalisés, nous les dames, dans la province de Maïndom. Que pouvez-vous répondre par rapport à ça? Les dames, j'aime bien les dames d'abord comme maman. Et la vérité est que je suis un peu trop discret. Je suis trop discret. J'ai aussi réussi la formation des fiscalistes à la fiscalité. On dit vivre mieux, c'est vivre caché. Et moi, j'aide. Et quand j'aide, je ne dis pas trop. Mais la vérité est que j'aide trop les femmes. Mais je n'écris pas. Mais lorsque je suis venu de Bolobo, il y avait une grande partie pour les femmes et de jeunes aussi. Mais malheureusement, quand je fais, je ne crie pas. Alors on prend un deuxième élément, quelqu'un qui a écrit. Lorsqu'on parle de Bolobo, on cite souvent 2 personnes. Il y a l'honorable Etibakou et l'honorable Willy Bolio. Quel rapport y a-t-il entre les deux?
Bon, les rapports entre les deux, Willy Bolio, maître Willy Bolio que je respecte, je pense qu'aujourd'hui même le matin, il m'a envoyé un message de vœux. Je lui ai rétorqué aussi le même message de vœux. Alors vous écrivez? Mais oui, on s'appelle, on s'écrit, et puis il y a des fois on se taquine. Je pense qu'avant de partir même au niveau de... Avant de partir, je le vis à la Banque Afriland. J'ai dit, mais maître, comment moi je parle beaucoup et tu ne dis rien sur la situation des Maïndombe et plus particulièrement des Bolobo, surtout sur le leadership des Yumbi qui dominent et qui font que la province ne marche pas. Et vous saviez la réponse qu'il m'a dit, honorable Nalanda Kayo, mais okobela AVC kolandaka batoana te. So olandi batoana okobela AVC. Là je le dis, il m'écoute, c'est ce qu'on s'était dit à la Banque Afriland. Qui dit, honorable dit, Nalanda kamakam nyoso lobaka. Mais ce qu'on dit, Batoana, Ogobela AVC. Voilà, c'est pour dire que c'est un frère, on se communique, on se félicite, on se présente de vœux, comme aujourd'hui le matin. Mon téléphone est là, tu peux vérifier. On s'est présenté les vœux des meilleurs pour l'année 2024. Oui, justement, l'union faisant la force, si vous étiez encore plus unis, peut-être vous allez encore faire rayonner Bolobo. Malheureusement, non, nous ne sommes pas unis parce qu'en fait, il y a des intérêts politiques. Je vous dis que moi, je milite pour la ville de Bolobo. Lui, c'est le contraire. Quand je dis c'est le contraire, parce qu'en fait, lui, il est du groupement Bouema et la partie du groupement est incorporée dans la ville de Bolobo et pour des raisons politiques, il ne peut pas être uni avec moi pour des raisons politiques. Parce que la partie de son groupement incorporée dans la ville, ça lui réduit politiquement. Mais en principe, on pourrait faire une force tout en acceptant entre nous deux, comme faisait Poutine avec l'autre. On peut former une très grande force parce que je reconnais à Willy Bolio un bon parleur et que moi, je suis une force tranquille. Et voilà, on peut faire quelque chose de grand. On prend le dernier élément, donc ce que cette personne a écrit sur les réseaux sociaux aussi. On sent que l'honorable Etibako est beaucoup plus dans les affaires qu'en politique. Et je dis que si je demandais à ces gens s'ils connaissent mes affaires, personne ne dirait qu'Etibako fait telle affaire. Mais je vous dis qu'en politique, comme disait, j'aime bien Joseph Kabila quand il dit pour parler, il faut que les mots que tu vas parler soient plus forts que les silences. Et c'est comme ça que comme je parle moins en politique, les gens me voient plus dans l'histoire de paye des fonctionnaires de l'État. Ils trouvent ça c'est les affaires, mais moi je trouve ça c'est les social. Et tout ce que je fais pour les fonctionnaires de l'État, c'est pour éviter qu'il y ait détournement. Ça n'a rien à voir sur les affaires. Parce justement, que la paye même des fonctionnaires dans les Maïndombe, c'est vraiment un casse-tête. Hein? C'est un casse-tête dans le coin où moi je ne suis pas là. Mais dans le coin où je paye, il n'y a pas de casse-tête. Je paye maintenant dans presque tous les 8 territoires et 9 territoires. Je suis plus vite de Inongo. Et Yumbi qui avait de grandes difficultés avec une structure que je ne peux pas citer. Et cette structure avait décidé d'abandonner Yumbi par rapport au comportement barbare de ce qu'il racontait par rapport à la paix. On m'a sollicité depuis des années aussi. Moi, je refusais d'aller là-bas. Et ça fait 5 mois que l'Afriland a pris Yumbi et que nous essayons de mettre du calme à Yumbi. Bien que ce n'est pas facile. C'est un territoire à problème. Alors, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons prendre une nouvelle rubrique que notre invité va découvrir. L'invité s'interroge. Eddie Tibako, vous aviez parlé de la gestion administrative de la province de Maïndombe. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la gestion financière, de la façon dont la gestion financière de Maïndombe est gérée? Et ajouter même sécuritaire. Je suis toujours très mécontent de la façon dont ma province de Maïndombe est gérée du côté financier, parce que quand on voit notre province, la configuration de notre province,
Et cette configuration, depuis que je connais cette province, il y a toujours un vice-gouverneur qui est à Kinshasa, qui gère les finances, et un gouverneur titulaire qui gère l'ensemble de l'administration. Et la province ne peut pas se gérer dans ce sens-là parce qu'il y a plusieurs dettes au niveau des banques et qu'aujourd'hui, la province n'a pas accès à des crédits bancaires parce que les anciens dirigeants qui ont dirigé la province, ils ont laissé des grandes dettes. Je prends même l'exemple au niveau de la Freelante. Et là, je ne suis pas content de la façon dont la gestion financière existe dans ma province. En ce qui concerne la gestion sécuritaire, et jusqu'à présent, la province de Mai-Ndombe, depuis qu'elle est née, il n'y a que de l'insécurité, il n'y a que des tueries. Et souvent, c'est le leadership qui a pris en otage cette province, qui est parmi les gens qui préméditent de l'insécurité au niveau de la province. Voilà. Eddie Tibako, êtes-vous content de la façon dont votre province de Mai-Ndombe est gérée? Je dirais non. Jusqu'à présent, la province de Mai-Ndombe, je l'ai toujours dit, c'est une province qui n'est pas encore née. Elle n'est pas encore née parce que les acteurs qui dirigent cette province n'ont pas une conscience qu'ils sont des natifs de cette province. Et c'est plus l'intérêt ou les intérêts privés qui priment devant l'intérêt général de la province. Et en plus, quand on parle de la province de Mai-Ndombe, la plupart des gouverneurs qui y passent, ils croient que la province de Mai-Ndombe, c'est le territoire de Inongo. Alors que la province de Mai-Ndombe est constituée de 8 territoires plus une ville. Et surtout que cette province est composée de 2 districts, de 2 anciens districts, les districts de Plateau, où le chef-lieu était Bolobo, la cité de Bolobo, et les districts de Mai-Ndombe, où le chef-lieu était la ville de Inongo actuelle. Donc, le dirigeant de la province devait tenir compte de cette composition. Voilà. Nouvelle rubrique, la dernière d'ailleurs de notre émission. Nous allons demander à M. Etibako de commenter ça. Nous sommes dans Arrêt sur image. Vous avez une photo devant vous. Vous l'avez connu, l'avez-vous rencontré, avez-vous travaillé avec lui? Ou pendant son régime? Comment pouvez-vous définir la personne que vous voyez? Vous pouvez nous dire c'est qui d'abord? Et puis, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne? Ici, je suis devant la photo du président de la République, Tshilombo Tshisekedi, Antoine Félix. Moi, je l'ai connu longtemps comme le fils de Sphinx, Tshisekedi. À l'époque, j'étais aussi membre de l'UDPS. Donc, vous êtes passé par là? Je suis passé par là, comme tout le monde. On a fait des marches à l'époque de Mobutu Sese Seko. Je me souviens encore, lorsque des blindés de la DSP nous suivaient, on était encore jeunes. Et puis, en Europe, je le vis de loin, mais je ne me suis jamais approché de lui. Et s'il faut que je termine par Vous appréciez comment il travaille aujourd'hui? Bon, comme tout homme, il y a toujours des défauts. Il y a des qualités pour tout homme. Mais ce que j'apprécie chez lui, il aime le Congo. Il aime la population congolaise. Il donne des opportunités aux jeunes. Mais ce que j'aime pas chez lui, excusez-moi, il a un gros cœur pour pardonner des fois des malfaiteurs. Très bien. Alors, la deuxième photo est là. D'ailleurs, la dernière. Aujourd'hui, on a sélectionné seulement 2 photos. Un petit mot sur la personne devant vous. Bon, ici, je vois Joseph Kabila Kabange, le président de la République honoraire.
Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et la première fois, après que je sois élu en 2011, et on était invité à Kingakati. Là, j'étais allé à Kingakati avec espoir que je dois rentrer avec quelque chose. J'ai gaspillé de l'argent pour acheter le carburant. Vous savez, aller à Kingakati, c'est très loin. Arrivé là-bas, on a mangé à gogo, on a habillé à gogo. On est rentré meuble et grille. Mais j'étais le plus heureux parce que les jours-là, j'avais saisi sa main. Je lui avais dit, tu ne peux pas, excusez-moi, monsieur le président, avec tout honneur, avant de me passer, j'aurais voulu que tu salues Papa Bochwali. Ok. Parce que Papa Bochwali, je l'ai remplacé, c'est lui qui était le député élu en 2006. Il fut nommé ministre et entre-temps, il était le premier à être révoqué. Et j'avais dit, président, j'aurais voulu que vous donniez quand même l'honneur à ce papa qui est le patriarche de Bolobo. Et il m'a dit, il est où? Il était trop loin. J'ai couru pour aller chercher Papa Bochwali et il est venu devant JKK, il a salué. C'est pour dire que JKK, je l'ai connu comme un monsieur humble. Parce qu'un président de la République, moi, un simple monsieur, le faire demander qu'il soit là pour que je cherche quelqu'un. Et j'ai aimé cet acte. J'ai même tiré la photo sur cet acte-là. Et pendant mon mandat de 2011, je l'ai raconté à plus de 10 fois. Je l'ai salué, on s'est changé. Je l'apprécie aussi par son silence. C'est un caractère qui me manque. Moi, je parle beaucoup, mais comme lui, en tout cas, c'est une qualité que j'apprécie. Monsieur Di Etiba Kondito, merci d'avoir été notre invité. Merci. Nous avons été honorés. Merci beaucoup. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. C'était la première, mais pas la dernière. C'est pour pas éventuellement revenir. C'est pas la première, peut-être c'est la première au niveau de la télévision. Oui, pour l'émission. Pour l'émission. J'étais toujours soutenu. On parle pour l'émission. L'inannée de Maindombe News, et Voilà. j'étais c'est vers l'humilité. Ok. C'est Exodine que je salue. Exodine, Madame Exodine, une brave dame, et qui m'a fait l'honneur pour que je sois avec vous, et c'est depuis. Nous vous espérons toujours prochainement dans plusieurs rendez-vous que nous pourrons avoir sur le plan médiatique. Merci. Très très heureux encore une fois de vous recevoir. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que c'est déjà la fin. Le prochain rendez-vous c'est déjà la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et à très bientôt. Restez toujours branchés sur AC24.